Karim, est-ce que tu m'entends? Monsieur Debzi, on vous attend très bien. Très bien, parce que Je suis en train, Nabil, je suis juste en train de partager avec les autres groupes. Dès que je règle la chose, on lance. d'accord, très bien. J'ai coupé le micro. Hein. Ah, c'est toi qui as coupé, d'accord.
Donc, Nabil, j'ai partagé le lien dans les autres groupes. Donc, on commence à 10, on commence 1 minute. D'accord, tu me donnes le signal. D'accord. Donc, bonjour tout le monde, Sahar Mdankoum. C'est toujours avec le même plaisir qu'on vous accueille sur ce webinaire. Et aujourd'hui, avec le professeur Nabil Debzi, chef de service des pathologies au CHU Mustafa, et sous le contrôle également du docteur Kezoula, qu'on ne voit pas. Et donc, on fera les 2 cours, hépatite virale aiguë et chronique, aujourd'hui, et demain, cours sur les cirrhoses. La première, c'est que cette conférence live est également suivie sur nos collègues qui préparent le test Résidana, à qui je souhaite bonne chance et bon courage. Il faut tenir le coup, qui sont en train de suivre, et également sur le groupe général des 4e années. Donc, c'est suivi par beaucoup de monde. Nabil, tu as la parole. Merci Karim pour cette gentille introduction. Donc cet après-midi va être consacré aux hépatites virales dans les formes aiguës et dans les formes chroniques. Bon, Sahar Mdankoum aussi, à tous. C'est bientôt l'Aïd, donc normalement vous avez de l'énergie pour suivre cet après-midi consacré aux hépatites. Donc vous avez vu sur le titre les hépatites alphabétiques. Donc ça veut dire qu'on les nomme par la lettre A, B, C, D, E. Voilà. Alors, comme on est en pleine pandémie, du Covid, alors il faut savoir que ça, c'est une statistique qui a été publiée il y a 2 jours sur Lancet, et vous voyez que les hépatites entre février et mai a été responsable de mortalité chez pratiquement plus de 3500 patients, alors que la tuberculose est à 3000 et le Covid-19 avoisine les 3000. Donc vous voyez que la virologie en ce moment est au premier plan, et c'est des virus aussi, aussi importants que le Covid. Sauf que vous verrez, dans les hépatites par ordre alphabétique, nous avons quand même des traitements, alors que le Covid, il n'y a pas encore de traitement. Alors voilà le plan du cours. Donc je ferai un bref rappel historique. Si vous voulez beaucoup d'histoire, on en parlera peut-être si on fait une séance webinaire avec TD. On va définir, on va faire le diagnostic positif. Il est clinique, biologique et virologique. Un mot de diagnostic différentiel, le traitement, le curatif, surtout le préventif. Pourquoi? Parce que on est dans des hépatites donc virales. Donc on verra quelle est la prévention et nous conclurons
par des messages importants. Alors, la première, si vous voulez, épidémie d'hépatite qui a donné une jaunisse, qu'on appelle Sapphire ou dictère, comme vous le savez, la première épidémie de VHB, c'était en 1885. C'était Lurman, donc c'était un infirmier de santé publique. Et à l'époque, ils avaient donc vacciné un régiment contre la variole, et un mois après, pratiquement tout le régiment avait un ictère. Et c'est comme ça qu'on a évoqué la première hépatite nosocomiale pour arriver en 89, donc je vais passer sur l'antigène HBS, sur le E, pour arriver en 89 au dernier né qui est l'hépatite C, le VHC. Alors, comme toute inflammation, l'hépatite est une affection inflammatoire du foie qui est induite par un virus hépatotrope. Donc, hépatotrope veut dire qu'il y a un tropisme pour le foie. Et elles sont caractérisées par une nécrose hépatocellulaire et une inflammation. Donc, il faut savoir que la destruction de la glande par le virus hépatotrope, que ce soit le A, le B, le C, le D ou le E, va entraîner des signes cliniques, biochimiques et histologiques identiques. C'est-à-dire que la clinique, la biochimie et l'histologie ne pourront pas faire le diagnostic du virus. On verra que c'est le diagnostic virologique qui est le plus important. Alors, la ponction biopsie hépatique est inutile, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller faire une biopsie du foie pour voir est-ce que c'est une hépatite aiguë ou pas. On verra que c'est le diagnostic virologique qui est important. Par contre, dans la deuxième partie, on va voir les hépatites chroniques et on verra que pour faire le diagnostic d'hépatite chronique, la biopsie est importante et on a d'autres moyens qui vont concurrencer la biopsie qu'on appelle des méthodes non invasives. Vous avez déjà entendu parler peut-être certainement du FibroScan, cet appareil qui mesure l'élasticité du foie. Alors pourquoi on dit aigu? C'est une question de chronologie. C'est une infection courte. Elle survient en moins de 6 mois. C'est-à-dire que l'organisme, le système immunitaire, va pouvoir éliminer le virus. Donc, pour résumer, c'est une inflammation du foie qui va entraîner une nécrose des hépatocytes. Si on fait la biologie et la biochimie surtout, c'est le syndrome de cytolyse, on ne va pas faire la différence entre les différents virus, mais c'est le diagnostic virologique qui va permettre de le faire. Alors, aigu, c'est moins de 6 mois, c'est-à-dire que le système immunitaire arrive à se débarrasser du virus. Alors, on a dit que le système immunitaire va se débarrasser du virus, mais dans un certain nombre de cas, il ne pourra pas éliminer le virus. Donc, ça va aller vers la chronicité. Alors, quels sont les virus qui sont responsables de la chronicité? Vous en avez 3, le B, D, C. Et si vous avez remarqué, je n'ai pas dit B, C, D, je n'ai pas suivi l'alphabet. J'ai dit B, D, C. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de D sans B. On verra tout à l'heure que le virus Delta a besoin de l'enveloppe du virus B pour se multiplier. Et donc ces virus, donc le B, D, C, vont vers la chronicité. Par contre, le virus A et le virus E ne vont pas vers la chronicité. Alors pourquoi j'insiste sur la chronicité? On verra tout à l'heure que les virus qui vont vers la chronicité vont donner une hépatite chronique. Et demain, on va voir les cirrhoses. Donc l'hépatite chronique va évoluer vers la cirrhose. Et la cirrhose fait le lit du cancer. La cirrhose est un état précancéreux. Donc BDC peut être responsable d'hépatite chronique, de cirrhose et de cancer du foie. Alors que l'hépatite A et l'hépatite E ne vont pas vers la chronicité. Alors il existe aussi des formes graves. Les formes graves sont caractérisées par une insuffisance hépatique, c'est-à-dire que vous avez un TP très bas, un TP effondré. Alors, les formes graves, vous en avez
les virus qui peuvent donner la forme grave, donc comme indiqué sur la diapo, vous avez le B, D toujours, B et D ensemble, le B tout seul, le A et le E. Donc le C, pour retenir, le C ne donne pas la forme grave. Le C ne donne pas la forme grave. Donc voilà pour, disons, l'intérêt de l'étude de ces virus, c'est de ne pas laisser ces virus aller vers la chronicité et c'est aussi détecter les formes graves. Mais je vous rassure tout de suite, ces formes aiguës, dans la majorité des cas, elles vont guérir. On le verra dans l'histoire naturelle de ces virus. Alors, on va commencer par les formes graves, qu'on appelle aussi, pour faire la différence avec l'hépatite fulminante. Alors, quelle est la différence entre grave et fulminante? Dans l'hépatite grave, vous avez un facteur 5 ou un TP qui est inférieur à 50%. Et dans la forme fulminante, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'encéphalopathie hépatique. Donc, il y a une insuffisance hépatique aiguë qui survient sur un foie sain avec ou sans encéphalopathie hépatique. Quand il y a de l'encéphalopathie hépatique, on parle de forme fulminante. Qu'est-ce que c'est l'encéphalopathie hépatique? Alors, l'encéphalopathie hépatique, on va en parler aujourd'hui dans les hépatites graves et on va en parler demain dans la cirrhose. L'encéphalopathie hépatique, ce sont les manifestations neurologiques qui sont en rapport avec l'insuffisance hépatique. Alors, il y a un signe clinique. Bon, je sais que vous n'êtes pas en stage en ce moment à cause du confinement, mais il y a un signe clinique qui est important que vous avez dû certainement voir en sémio, c'est l'astérixis ou le flapping très bas. On dit aux malades de tendre les mains et de fermer les yeux, et vous voyez le patient qui va faire donc un mouvement des mains vers le haut et vers le bas qu'on appelle comme un battement d'aile d'oiseau, d'accord? À ne pas confondre avec un tremblement. Donc ça, c'est un des signes cardinaux ou des signes importants de l'encéphalopathie hépatique. Alors, les formes graves, il y a deux virus qui donnent beaucoup de formes graves. Le virus B, c'est 1%, et le virus D, c'est 10%. Donc, le B-delta, c'est 10%. C'est le plus grand pourvoyeur d'hépatite fulminante. Alors, je passe sur les caractéristiques des virus, puisqu'on va les voir maintenant dans le détail. Donc, vous aurez donc le cours, vous verrez les différentes familles du virus, le type de virus. Donc, c'est facile disons, à retenir. Il n'y a que le VHB qui est un virus à ADN, donc à acide désoxyribonucléique. Les autres sont tous des virus à ARN, que ce soit le VHA, le VHC, le VHD, le VHE. Alors, autre chose qui est importante, les virus qui vont vers la chronicité, c'est-à-dire le VHB, le VHD, le VHC, sont des virus à transmission parentérale, d'accord? Parentérale. Donc, à partir, par exemple, des dérivés du sang, s'ils ne sont pas contrôlés, ou bien on se fait piquer par du matériel souillé, exemple. Alors, pour le B, ce qui est important, c'est que le virus B est une MST, c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, il y a aussi une transmission sexuelle, pas pour le VHC. Donc, ces virus peuvent aller vers la chronicité, comme on l'a dit tout à l'heure. Les virus à transmission parentérale. Alors, pour les virus à transmission entérale, donc le V, ceux-là ne vont pas vers la chronicité, excepté, je l'ai mis ici, excepté pour le VHE qui peut donner chez l'immunodéprimé une forme chronique. Mais ça reste exceptionnel. Voilà, ça reste exceptionnel. Alors, un patient consulte. Alors, il faut toujours poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'il y a une phase préictérique. Donc, quel que soit le virus, vous avez une phase préictérique, donc avant l'apparition de la jaunisse. Mais on se met bien dans la tête que l'ictère, c'est à peu près 10 à 20% des cas. Ça veut dire la majorité des hépatites aiguës sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas d'ictère. Ça veut dire que c'est 10 à 20% des patients qui vont venir en consultation.
Alors, ce qu'on remarque, c'est que quand on interroge le patient, on lui dit quels ont été tes symptômes pendant la phase préictérique. Alors, celle-ci dure une semaine, il va vous dire j'ai eu comme de la grippe et j'ai eu une asthénie importante. Donc, ça se comprend, c'est viral. Vous savez que maintenant, on est en pleine épidémie de SARS, de SARS-CoV-2, ou bien quand il y avait la grippe aussi, quand vous interrogez vos malades ou quand vous êtes grippé, vous vous sentez très, très fatigué. Donc, les virus donnent de l'asthénie. Alors, syndrome aussi grippal, également, comme tous les virus. Ensuite, c'est la phase ictérique. La phase ictérique, elle dure 2 à 6 semaines. Alors, si vous examinez le patient, vous avez une hépatomégalie dans 60% des cas, mais c'est une hépatomégalie sans caractère spécifique, c'est un foie lisse, et vous avez une splénomégalie petite de type 1 dans 10% des cas. L'ictère, c'est un ictère à bilirubine conjuguée, donc c'est facile, hein, il suffit d'interroger le patient, urine foncée, sel, décoloré. Vous pouvez avoir aussi des manifestations extrahépatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des complexes antigènes-anticorps qui vont se déposer dans d'autres tissus de l'organisme. Et parmi ces manifestations extrahépatiques, vous avez le rash cutané, les céphalées et les arthralgies. Donc le virus, si vous voulez, donne une sorte d'atteinte systémique. Vient ensuite la phase de convalescence. Alors sur le plan biologique, donc comme vous l'avez appris en exploration fonctionnelle hépatique, je cherche mes 4 syndromes. Tout d'abord, le syndrome cytolyse. Alors là, il est important. Il est supérieur à 10 fois la normale. Comme on a dit dans la définition, inflammation, nécrose aiguë des hépatocytes. Donc, il y a une grande destruction des hépatocytes. Donc, vous avez des cytolyses qui peuvent atteindre 10, 20, 30, 40 fois la normale. Mais on se met bien dans la tête. Beaucoup confondent et disent que c'est la cytolyse. Alors souvent, il y a des médecins ou des patients qui viennent vous voir et vous disent « Regardez, docteur, j'ai 40 fois de cytolyse ». Ce n'est pas la cytolyse qui est la gravité, c'est l'insuffisance hépatique, c'est TP et facteur 5, comme on l'a vu tout à l'heure dans la définition de l'hépatite grave. On a dit il y a une insuffisance hépatique. Alors, il y a une cholestase. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'ictère est à urine foncée, celle décolorée, donc c'est une augmentation de la bilirubine conjuguée, augmentation des phosphatases alcalines et de la gamma-GT. Le TP, c'est lui, le TP est l'élément pronostic, c'est l'examen biologique clé pour le pronostic. Pourquoi? Parce que si vous avez moins de 50% de TP, ça veut dire que le patient a une forme grave. Bien sûr, s'il a de l'encéphalopathie hépatique, il a une forme fulminante. Donc, tout TP inférieur à 50 doit obligatoirement faire hospitaliser le patient. On doit suspecter une forme grave. Bien sûr, si on a le luxe de faire le facteur 5, la proaccélérine, ça permet donc d'avoir le diagnostic de certitude. Mais si je n'ai pas le facteur 5, je peux faire le test de colère, donc donner 80 mg de vitamine K pendant 3 jours et refaire le TP après. S'il y a une correction du TP, c'est une cholestase. S'il n'y a pas de correction du TP, c'est une insuffisance hépatocellulaire, comme vous l'avez appris déjà en sémiologie et déjà dans le cours sur l'exploration fonctionnelle hépatique. Donc, l'exploration fonctionnelle hépatique doit se normaliser dans les 6 mois, comme on l'a dit dans la définition. Le patient va éliminer le virus dans les 6 mois. Sinon, il va aller vers la chronicité. B, D, C. Très bien. Alors, on va voir le diagnostic virologique. Donc, j'ai dit tout à l'heure que rien ne permettait, donc sur les examens biologiques et biochimiques, ou si on s'amuse à faire d'histologie, elle n'est pas indiquée. Donc, rien ne permet de différencier les virus. Mais un simple interrogatoire, plus un simple interrogatoire, plus, si vous voulez, le diagnostic virologique, va permettre d'asseoir le diagnostic. Alors, l'hépatite A, c'est facile, c'est la plus fréquente. C'est la plus fréquente sous nos climats. C'est une maladie des mains sales. On a dit transmission hydrique, donc par voie entérale. Alors, le virus de l'hépatite A, vous le voyez, c'est les zones rouges. Il est dans les pays à bas niveau d'hygiène.
Et donc l'Algérie est située dans cette zone avec tous les pays à bas niveau d'hygiène. Alors, nous sommes un pays à forte endémie. Alors, il faut savoir que les modes de contamination sont simples. Maladie des mains sales, donc la contamination se fait par les aliments mal lavés, fruits et légumes mal lavés, aliments mal préparés. La contamination de l'environnement, elle est possible, surtout hydrique. Si on consomme des mollusques, donc coquillages, crevettes, donc tout ça peut entraîner de l'hépatite A. Elle est possible aussi une contamination de personne à personne. Alors, il faut savoir que la majorité des Algériens ont rencontré le virus A, dans leur enfance, pourquoi? Ou bien dans leur adolescence. Bon, alors que maintenant, je dirais qu'on voit beaucoup plus de formes, disons, de formes tardives. C'était plus une hépatite de l'enfant, alors que maintenant, nous, dans le service, on a des personnes qui ont 21, 22 ans, donc ce n'est plus une forme pédiatrique, on voit même des âges avancés. Donc, je vois qu'il y a certains de vous qui essaient de lever la main. Je prendrai quelques questions, bien sûr, à la fin du cours, donc ne paniquez pas. Donc, on est là pour tout expliquer. Voilà. Alors, on va voir comment on fait le diagnostic virologique. C'est très simple. Le diagnostic virologique donc, ne nécessite pas de voir le virus en microscopie électronique, c'est-à-dire l'antigène, le virus complet. Alors, il suffit de faire un test anticorps, c'est tout. On va chercher les anticorps antivirus de l'hépatite A. Ils seront de deux types. De type IgM, ça veut dire que l'infection est récente, ou bien de type IgG, ça veut dire que l'infection est ancienne. Donc, très simple. Pourquoi? Parce que c'est une hépatite qui va guérir dans la majorité des cas. Donc, on n'a pas besoin de faire une charge virale, la PCR, puisque vous êtes en plein Covid et vous savez que pour le diagnostic du Covid, on fait la PCR à partir des prélèvements nasopharyngés. Là, on ne fait pas de PCR dans le sang. Pourquoi? Parce que la majorité des patients vont guérir, dans 99% des cas. Donc, il faut chercher une méthode simple qui n'est pas chère. Donc, on fait l'anticorps antivirus A. S'il est de type IgM, vous êtes sûr que votre patient a une hépatite A. Donc, c'est un enfant, un adulte jeune, conditions d'hygiène un peu déplorables. Donc, vous allez faire le diagnostic. Pourquoi? Parce que la virémie est faible. La virémie est faible, donc on fait la sérologie et la PCR coûterait très cher. On verra que la PCR est intéressante dans les virus qui vont vers la chronicité une fois que la chronicité est installée. Alors, le virus de l'hépatite E, toujours dans ces virus à transmission entérale, donc de la même manière, alors le virus E, il est un peu particulier parce qu'il a plusieurs génotypes, c'est-à-dire dans le virus E, il y a plusieurs souches. Il y a deux souches essentielles. Donc il y a la souche qui est hydrique, c'est-à-dire que c'est un peu comme le virus de l'hépatite A, on peut se contaminer surtout par l'eau, essentiellement, beaucoup plus que les aliments et les mollusques. Et il y a aussi la zoonose. D'accord? La zoonose, c'est-à-dire que le virus est transmis par l'animal. Alors, parmi la transmission hydrique, donc elle se voit surtout dans les pays comme nous, en voie de développement. Alors que la transmission zoonotique, elle se voit surtout dans les pays industrialisés. Alors, le réservoir animal qui entraîne surtout l'hépatite E, donc vous avez entendu parler dans le Covid du pangolin, qui est l'hôte qui a transmis le virus à l'homme, alors qu'ici, c'est le porc. C'est le porc qui transmet le virus à l'homme. Alors que chez nous, bien sûr, vu nos traditions ancestrales, on ne consomme pas de porc. Alors, il faut savoir que l'Algérie a déjà eu une épidémie d'hépatite E très célèbre. Donc, à l'époque, donc ça fait très longtemps, hein, ça c'était en 85,
on ne connaissait pas encore le virus E. On l'appelait non A non B de type hydrique, d'accord, de type hydrique. À l'époque, il y avait eu une grosse épidémie à Médéa et c'était un château d'eau qui avait infecté tout un quartier. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, il y avait eu 9 femmes enceintes, il y a une gravité chez la femme enceinte, il y avait 9 femmes enceintes, et elles ont toutes eu une forme fulminante, et elles sont décédées. Donc elles ont eu une forme grave. Alors, de la même manière, ici, on ne fait pas la charge virale, on va faire IgM et IgG, de la même manière que l'hépatite A. Anticorps anti-VHE de type IgM, vous êtes sûr que vous avez l'hépatite E, et anticorps anti-VHE de type IgG, c'est un contact ancien, ça veut dire que vous êtes immunisé. Alors, je rappelle que les deux maladies sont immunisantes, c'est-à-dire que ça soit la A ou que ça soit la E. Dès que vous avez les IgG, il est exceptionnel que vous fassiez donc une autre forme. Alors, pour résumer, l'hépatite A et E, donc transmission entérale, virus à ARN, pas de chronicité, hépatite fulminante dans la E exceptionnelle, dans la A exceptionnelle. On a dit c'est une hépatite de l'enfant et de l'adolescent. On a dit la majorité des Algériens ont rencontré, c'est-à-dire si on fait une sérologie, si on fait une enquête épidémiologique, on va trouver que 60 à 80% ont rencontré le virus de l'hépatite A. Pour l'hépatite E, il y a deux formes, attention. Il y a la forme hydrique qui existe chez nous et de viande de porc. Si c'est IgG, le contact est ancien. Cette première partie concernant les virus à transmission entérale, donc le E et la A. Alors, je vais prendre, avant d'attaquer le virus B, je vais prendre quand même deux petites questions rapides. Docteur, vous pouvez nous répéter les deux slides, hépatite grave, VHB1, VHD, le tableau qui suit, SVP, il y avait une coupure de son, on n'a rien entendu dans cette partie. Très bien. Donc, je vais répéter, il n'y a pas de problème. Alors, SVP, monsieur, je n'ai pas compris la forme fulminante. Donc, très bien. Donc, les deux questions concernent la forme fulminante. Je reviens. Donc, j'ai dit que le virus de l'hépatite B et l'hépatite B et D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de D sans B. Donc, quand il y a un virus B ou un virus D, la forme fulminante se voit dans 1% des cas pour le B et dans 10% des cas pour le D. Qu'est-ce que c'est la forme fulminante? C'est une hépatite grave. Pourquoi on rajoute le mot fulminant? Parce qu'il y a de l'encéphalopathie hépatique. Alors, comment elle est définie, cette hépatite grave? Donc, c'est une insuffisance hépatique aiguë avec ou sans manifestation neurologique. Mais on a dit la manifestation neurologique la plus importante, c'est de rechercher le flapping tremor ou l'astérixis en demandant aux patients de tendre les mains, d'accord, en demandant aux patients de tendre les mains, et on verra donc un mouvement de battement, comme un battement d'aile d'oiseau. C'est ce qu'on appelle le flapping. Là, vous êtes sûr que le patient est en encéphalopathie hépatique. Donc, on avait dit que tout épée inférieur à 50%, tout épée inférieur à 50% doit faire hospitaliser le patient. Alors, j'ai une deuxième question. Si le patient développe les symptômes d'hépatite A ou E, veut dire qu'il n'est pas immunisé, donc il n'aura pas d'IgG. Quel est l'intérêt de les doser? Alors, Romaïssa Belgaïd, non. Non. Si vous avez les IgG, il est immunisé. D'accord? Si vous avez les IgG, il est immunisé. D'accord? Donc, vous avez un patient qui vient avec ictère, vous allez faire la sérologie A, la sérologie B.
la sérologie C, la sérologie D et la sérologie E. Donc, si vous savez qu'il est IgG dans le A ou dans le E, vous savez qu'il est immunisé et vous allez chercher une autre cause. Alors, chez les malades sous AVK, est-ce qu'on peut faire le test de colère? Non. Chez les patients sous AVK, c'est une bonne question. On ne fait pas le test de colère. Tout simplement parce que vous allez aggraver. S'il est sous antivitamine K, c'est qu'il a un problème de thrombose. Et si vous mettez de la vitamine K, vous allez aggraver la thrombose. Donc là, pour faire le diagnostic de gravité, c'est le facteur 5. Donc on demande la pro-accélérine. Donc très bonne question pour le moment. Alors, on va voir maintenant l'hépatite B. Alors, comme tout à l'heure, la carte géographie, donc l'Algérie, elle n'est pas dans le rouge, elle est dans le vert. Donc vous avez 3 zones géographiques. Vous avez donc les zones rouges, c'est là où il y a beaucoup de virus, donc l'Afrique subsaharienne, l'Arabie saoudite, et vous avez l'Asie du Sud-Est, et aussi ici vous avez une région, un État des États-Unis, c'est l'Alaska. Donc vous voyez que même aux États-Unis, il y a une zone de haute prévalence de l'hépatite B. L'Algérie est verte, ça veut dire qu'elle est dans les zones de moyenne prévalence. Et vous avez, avec le bassin méditerranéen, et vous avez l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, ici la Norvège, la Suède, ici l'Australie, donc qui sont considérés comme des pays à faible prévalence. Donc on va comprendre pourquoi il y a du rouge, pourquoi il y a du vert et pourquoi il y a du bleu. Bon, c'est tout simple à comprendre, c'est lié au mode de transmission. Donc c'est lié au mode de transmission, on va le voir après. Alors, autre chose importante, il ne faut pas croire que dans un même pays, vous le voyez avec le Covid, il ne faut pas croire que dans un même pays, tout est vert ou tout est bleu. C'est-à-dire, dans un même pays, vous pouvez avoir les 3 couleurs, du bleu, du vert et du rouge. C'est ce qu'on appelle la variabilité épidémiologique interrégion. Alors, on va voir l'histoire naturelle de l'infection B. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une différence entre une infection aiguë chez un adulte et une infection aiguë chez un enfant. Alors, vous le voyez très bien sur la diapo, l'enfant ou le nouveau-né va aller dans 90 à 95% des cas vers la chronicité, alors qu'un adulte, il va guérir dans 95 à 90% des cas. Donc, l'histoire naturelle est différente entre un adulte et un enfant. Ça, c'est important à retenir. Et c'est facile à retenir. Pourquoi? Parce que le système du nouveau-né n'est pas encore immature. Donc, c'est sa maman qui est infectée et qui lui a transmis le virus à la naissance. Donc, le VHB peut être transmis de la mère à l'enfant. C'est ce qu'on appelle la transmission verticale, mère-enfant. Alors, tout simplement, le système immunitaire étant immature, on le verra dans les hépatites chroniques tout à l'heure, le système immunitaire étant immature, le virus va continuer à se multiplier et va donner une forme chronique, alors que l'adulte va guérir. Alors, chez les patients qui ne guérissent pas, vous avez une hépatite chronique, dans à peu près 10% des cas, une cirrhose qui peut survenir dans un tiers des cas, et un cancer du foie qui va survenir dans 2 à 8% des cas. Alors, sur le plan épidémiologique, l'Algérie est située dans une zone de moyenne prévalence, et donc l'enquête de 98 a montré 2,15% de prévalence. Alors un travail plus intéressant, celui du professeur Ben Salem de l'Institut Pasteur, qui montre qu'il y a des régions, je dis tout à l'heure, c'est pas tout est vert, tout est rouge ou tout est bleu. J'ai dit qu'il y a des zones de haute et de faible prévalence à l'intérieur d'un même pays. Donc si vous voyez la carte de l'Algérie, vous avez beaucoup de virus B à El Oued, à Tébessa, à Sétif, à Msila, à Alger, Oran, Ain Timouchent, Béchar et Adrar. Donc vous voyez qu'il y a des zones où il y a plus d'hépatite B.
Alors, quels sont les patients à dépister? Alors, ce dépistage, vous savez qu'on fait le dépistage du B, du C et du VIH de la même manière. Alors, vous allez faire attention s'il y a une transfusion sanguine, c'est-à-dire s'il y a une transfusion avec du sang non contrôlé, un hémodialysé, puisque la dialyse est pourvoyeur de virus B et de virus C, un patient qui a un virus du sida, les hémophiles, les incarcérations. Attention, chez nous, il y a beaucoup de portage familial, les professions à risque, comme les personnels médicales et paramédicales, les usagers de drogue IV. Attention, devant une hypertransaminasémie, il ne faut pas hésiter à demander donc une sérologie, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous voir avec une cytolyse sur les alates, il faut demander une sérologie. La femme enceinte, le nouveau-né de mère infectée, j'ai dit que c'était le B est une MST, d'accord? Donc attention, s'il y a un contact sexuel douteux ou même pas douteux, donc il faudrait, chez un conjoint, s'il y en a un qui est porteur, quand je ne dis pas douteux, c'est un conjoint est porteur du virus B, il faut demander à l'autre la sérologie. Et bien sûr, quand il y a des partenaires sexuels multiples ou de l'homosexualité. Alors, voici le virus B. On va voir maintenant la virologie, donc qui est un peu plus complexe que pour le. Tout à l'heure, c'était facile, hein, VHA, VHE, je fais la sérologie, IgM, IgG. Alors ici, c'est un peu beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que le virus B, il a d'abord l'enveloppe. Voilà, elle est là. C'est l'antigène HBS. Donc voilà son enveloppe. Ensuite, à chaque antigène va correspondre un anticorps. Donc celui qui signe la guérison, c'est l'anticorps anti-HBS. Ensuite, vous avez l'antigène HBC. Qu'est-ce que nous avons écrit sur la diapo ici? Il n'est que dans l'hépatocyte. C'est-à-dire que si je fais un prélèvement sanguin, je ne vais pas trouver l'antigène HBC. Donc, inutile de le chercher. Je vais chercher l'anticorps anti-HBC, bon, l'anticorps correspondant. Et là, je vais utiliser IgM et IgG. Si c'est IgM, ça veut dire que c'est une infection récente. Et si c'est IgG, c'est une infection ancienne. Le troisième antigène qui est intéressant, c'est l'antigène de réplication, c'est-à-dire le patient réplique, c'est-à-dire qu'il a un virus qui est très contagieux et qui se multiplie. C'est l'antigène HBE. Et bien sûr, ce qui correspond, c'est l'anticorps anti-HBE. Donc en fait, si je résume, j'ai 3 antigènes et 3 anticorps. Donc je vois le virus en entier. L'enveloppe, surface, antigène S de surface, l'antigène HBC-C qui veut dire capside, donc enveloppe du noyau, et l'antigène HBE qui est une protéine de la réplication qui n'est pas une structure physique, on ne voit pas ici. Pourquoi? Elle vient à partir de l'ADN. Vous avez l'ADN ici ici, pardon, ça c'est l'enveloppe et vous avez l'ADN ici, donc qui vient de l'ADN, d'accord, qui vient de l'ADN. Alors, il y a aussi la charge virale, la PCR. Donc là aussi, la PCR, on ne va pas la demander. On ne va pas la demander. On verra que c'est intéressant dans la chronicité et on verra dans la transmission verticale, elle est également intéressante chez la femme enceinte, puisqu'on peut traiter la femme enceinte qui est porteuse du virus pour qu'elle ne transmette pas le virus à son. Alors, on va évoluer les marqueurs chez un patient qui a une hépatite aiguë. Alors, le premier antigène à apparaître, c'est l'antigène HBS. Ensuite, l'antigène HBE. Et j'ai dit que l'antigène HBC de capside est dans le foie. Donc, on va chercher son anticorps correspondant, qui est l'anti-HBC IgM. Donc, si vous voulez, l'antigène n'apparaît pas, mais l'anti-HBC fait office d'antigène, c'est-à-dire il peut apparaître comme ça, puisqu'il vient avec les antigènes, les 2 premiers antigènes. Donc, je peux l'utiliser pour dire que c'est une infection aiguë. Pourquoi? Parce que je vais trouver l'anti-HBC de type IgM. Ensuite, vous avez les anti-HBC totaux, c'est-à-dire c'est un patient qui est IgG, c'est-à-dire qui a rencontré le virus il y a
très longtemps. Vous voyez que l'antigène HBE, son apparition et sa disparition est rapide, puisque tout de suite vous avez l'anti-HBE. Il manque l'anti-HBS, qui est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui signe la guérison. Et vous voyez qu'il y a deux anticorps qui vont persister toute la vie, c'est l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS. Donc je répète, au début de l'infection, vous avez l'antigène HBS, l'antigène HBE et l'anticorps anti-HBC. Donc ces trois éléments, donc les deux antigènes et cet anti-HBC, vont disparaître. Mais l'IgM va pouvoir nous dire qu'il s'agit d'une infection récente. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la fenêtre sérologique. Ici, vous voyez, par exemple, entre le 5 mois et demi jusqu'à 6 mois, vous pouvez ne pas avoir de virus, c'est-à-dire de l'antigène HBS. Donc, comment on va savoir que le patient a une infection récente? C'est en dosant l'anti-HBC de type IgM. Si je trouve IgG, ça veut dire que c'est ancien. Ensuite, après la phase aiguë, il va y avoir la convalescence, et dans la convalescence, vous allez retrouver les anti-HBC qui vont apparaître, ce sera des IgG. L'anti-HBE ne va pas persister, il va disparaître, et ensuite, c'est l'anti-HBS qui va signer la guérison. Donc, pour retenir, ce qui est important ici, c'est si vous n'avez pas d'anticorps anti-HBS, vous ne pouvez pas parler de guérison. D'ailleurs, dans la vaccination, on le verra tout à l'heure, une vaccination efficace, c'est quand vous avez l'anticorps anti-HBS. Si vous n'avez pas d'anticorps anti-HBS, on ne peut pas parler de guérison. Alors, comment interpréter la sérologie? Donc là, je vous ai mis une plaque qui est empruntée au guide national pour la prise en charge des infections virales. Donc là où vous voyez le drapeau algérien, ça veut dire que c'est le guide national. C'est le guide national de la prise en charge des hépatites. Alors, c'est simple, hein? Vous avez un patient qui est antigène HBS négatif, anticorps négatif, anticorps anti-HBS négatif. C'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré le virus B. Vous avez un patient qui est positif pour l'anticorps anti-HBC et positif pour l'anticorps anti-HBS, c'est un patient qui a une immunité naturelle, qui est guéri. Donc, c'est ce qu'on appelle l'immunité acquise. Je vous ai parlé tout à l'heure du vacciné. Il est négatif en antigène HBS, il est négatif en anti-HBC et il est positif en anticorps anti-HBS. Donc, il a une immunité. Vous allez poser la question, pourquoi il n'a pas d'anticorps anti-HBC? Pourquoi? Parce que le vaccin, on ne met que l'antigène HBS. Donc, on n'injecte que l'antigène HBS. Donc, vous n'allez produire que l'anticorps correspondant. On ne vous met pas dans le vaccin, on ne vous injecte pas un virus complet. Voilà, on ne vous injecte pas un virus complet. Ensuite, vous avez les cas un peu plus difficiles. Par exemple, le patient qui a donc un antigène HBS positif, qui a un anticorps anti-HBC positif total, il est IgM négatif, attention à l'infection chronique. De la même manière, ici, vous avez un patient qui est encore à la fenêtre sérologique, donc on va le trouver IgM positif, c'est une infection aiguë. Maintenant, le plus difficile à interpréter, c'est quand vous avez des anti-HBC IgG isolés, uniquement, c'est-à-dire il n'y a pas d'antigène HBS, il n'y a pas d'anticorps anti-HBS. Alors, souvent, c'est une infection résolue, c'est-à-dire qu'il n'a pas les anticorps anti-HBS au titre protecteur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas détectés par la technique. Ils existent, mais ils ne sont pas détectés par la technique. Il y a des faux positifs qui sont possibles, ou bien c'est une infection chronique à faible réplication, ou bien c'est l'infection aiguë qui est en voie de guérison. Donc, pour résumer, finalement, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait quand même 5 marqueurs dans le sang. L'antigène HBS, l'antigène HBE, et on avait les 3 anticorps, HBC, HBE et HBS.
Finalement, pour le dépistage, je n'utilise pas les 5. J'utilise que 3. L'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS. C'est-à-dire avec 3 marqueurs, je peux raisonner. Ce n'est pas la peine d'avoir les 5 marqueurs. Pourquoi? Je saurai le sujet qui est guéri parce qu'il aura de l'anticorps anti-HBS plus l'anticorps anti-HBC. Je saurai le sujet qui a été vacciné, comme vous, externe ou médecin. Il n'aura que l'anticorps anti-HBS. Le porteur de l'antigène HBS, après, il faudra faire la différence. Est-ce qu'il est aigu ou chronique? C'est l'IgM, c'est l'anticorps anti-HBC de type IgM qui va pouvoir faire la différence. Et le cas le plus difficile, c'est le patient qui a l'anticorps anti-HBC isolé, seul. La majorité des cas, on va dire, c'est une infection B résolue, mais attention à l'infection chronique. Attention à l'infection chronique. Alors, je vais parler du delta, donc du virus D. On l'a dit en introduction, il n'y a pas de B sans, il n'y a pas de D sans B. Pourquoi? Comme vous le voyez sur le schéma, c'est un virus à ARN, mais il a besoin de l'antigène HBS. Pourquoi? Parce que c'est un ARN seul, et il a besoin donc d'une enveloppe. Donc, il va utiliser l'enveloppe du virus B. Il va utiliser l'enveloppe du virus B. Alors, de la même manière que tout à l'heure, on va voir est-ce qu'il y a des zones de haute, de basse prévalence. Alors bien sûr, si on raisonne comme tout à l'heure, on va dire normalement, là où il y a beaucoup de B, je vais trouver beaucoup de D. Eh bien non, malheureusement non. Pourquoi? Parce que déjà le virus D est un virus particulier, c'est un virus seul, comme ça, ARN, il a besoin d'une enveloppe, il ne survient que dans des conditions très particulières. Alors ces conditions particulières sont l'immunodépression, c'est-à-dire vous allez le trouver essentiellement chez l'immunodéprimé. Donc essentiellement chez l'immunodéprimé. Alors vous allez voir que ici, l'Algérie, elle est considérée comme faible dans tout le Maghreb, hein, et vous avez des zones de haute prévalence, par exemple ici en Europe, essentiellement en Bulgarie, en Moldavie, ici en Moldavie. Vous avez aussi des zones intermédiaires comme la Turquie. En Afrique, vous avez la République centrafricaine. Vous avez le Brésil, qui est aussi connu pour le VHD. Et dans le Maghreb, on a la Mauritanie aussi. Alors, il donne 2 types d'hépatites. Il donne soit des hépatites de surinfection, soit des hépatites de co-infection. Alors, je m'explique. Surinfection, c'est-à-dire c'est un porteur chronique du virus B, il va avoir une surinfection delta. Et co-infection, les 2 virus en même temps. Et on l'a dit tout à l'heure, le VHD peut donner 10% d'hépatite fulminante. Alors, voilà, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, co-infection ou surinfection, vous avez donc de grands pourvoyeurs d'hépatite fulminante. Par exemple, un sérotype qui a un virus B, on se méfie, il peut faire une surinfection delta. Et si vous prenez le VHB seul, l'hépatite fulminante, c'est 1% des cas. Et vous allez avoir une guérison dans 60 à 80% des cas pour l'infection aiguë. D'accord, pour l'infection aiguë, vous allez avoir 60 à 80% de guérison, alors que dans la surinfection, uniquement 5 à 10%. Et vous avez aussi une évolution vers la chronicité qui est plus importante. Qui dit chronicité va dire cirrhose et carcinome hépatocellulaire. C'est-à-dire, c'est simple, si j'ai un B plus D, un B plus delta, je vais avoir plus de risques d'hépatite fulminante et je vais avoir plus de risques d'hépatite chronique et de cirrhose. Donc la co-infection est plus sévère que la mono-infection. Donc c'est facile à comprendre. Donc soit hépatite de surinfection ou soit hépatite de co-infection. Alors ici, pour le diagnostic virologique, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que on va faire un diagnostic indirect. On va chercher d'abord les anticorps antivirus delta. Alors, ils sont là, anticorps antivirus delta de type IgM,
et je vais faire la PCR. La PCR, ici, est obligatoire, c'est-à-dire que je dois chercher la charge virale du D. Parce que si je fais la sérologie seule, je ne pourrais pas dire si mon patient a une cicatrice d'infection uniquement, ou bien s'il est infecté par le virus Delta. Donc, si j'ai l'IgM négatif et l'ARN négatif, c'est une infection ancienne et résolue. Si j'ai de l'IgM positif et l'ARN est positif, c'est une infection aiguë ou chronique. Alors, pas de panique, je sais qu'ici, IgM, c'est la seule exception, c'est dans le delta où on peut avoir un IgM dans du chronique. Pourquoi? Parce que la protéine IgM a une durée de vie plus longue dans le delta. C'est la seule exception. Mais normalement, IgM veut dire infection aiguë récente. Mais c'est la seule exception. Si vous avez IgM négatif et ARN positif, c'est une infection aiguë ou chronique. Donc, pour résumer, si je trouve un patient qui a un anticorps anti-delta positif, ça ne veut pas dire qu'il est en infection delta. Je dois faire la PCR, la charge virale. Si la charge virale est positive, il a une infection delta. Qu'elle soit aiguë ou chronique, il a une infection delta. Donc l'anticorps anti-VHD et le dépistage, ce n'est pas suffisant. Il faut faire la charge virale. Alors, avant de passer à l'hépatite C, je vais prendre quelques questions là parce que j'en ai quelques-unes. Alors, Badra, elle est en avance. Elle me dit, docteur, concernant le portage inactif, comment le diagnostiquer? Alors, le portage inactif, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas guéri de l'hépatite B aiguë et qui est devenu chronique. Donc, il a l'antigène HBS et sa charge virale est inférieure à 2000 unités. Ça veut dire que son virus ne se réplique pas. C'est ça le portage inactif. Donc, tu en avances. Très bien. Alors, SVP, docteur, pourquoi l'anti-HBE ne persiste pas? Donc, ça, c'est des questions, comment dire, métaphysiques, existentielles. Alors, uniquement, c'est une durée de vie de protéines. Donc, la protéine qui va persister, c'est l'anticorps anti-HBS. Donc, si vous avez l'anticorps anti-HBS, vous êtes guéri. D'accord? Et cette protéine va rester toute la vie. Et j'ai dit aussi, dans l'immunité naturelle, l'anticorps anti-HBC, qui va persister toute la vie. D'accord? Ne persiste pas. Pourquoi? Parce que c'est sa durée de vie. Avec le temps, elle va disparaître. Donc, c'est la cinétique. C'est sa cinétique qui est comme ça. Alors, ensuite, spectateur anonyme. C'est l'anticorps anti-HBS ou anticorps qui marque la guérison. Alors, je répète, c'est l'anticorps anti-HBS, c'est-à-dire celui qui correspond à l'antigène HBS de surface qui marque la guérison. Et on verra dans les hépatites chroniques, c'est une guérison fonctionnelle. Par exemple, si vous êtes sous chimiothérapie ou sous immunosuppresseur, vous pouvez réactiver le virus. Voilà, très bien. Alors, spectateur anonyme, est-ce que le vaccin de l'hépatite B a des effets secondaires à long terme? Donc ça, c'est une polémique, on va passer. Il ne donne pas la sclérose en plaques, d'accord? Il ne donne pas, d'accord? Donc on passe sur ça. Sauf si vous avez des antécédents familiaux de sclérose en plaques, il ne faut pas faire le vaccin. Si vous n'en avez pas, il faut faire le vaccin. C'est une recommandation. Il n'y a aucune preuve que le vaccin donne la sclérose en plaques. Voilà. Donc je passe. On va passer à l'hépatite C maintenant. Alors, l'hépatite C, c'était avant, on l'appelait avant, donc avant qu'on découvre en 89, hein, on savait qu'avant 89, hein, dans les années 40, dans les années 50, on savait que quand on transfusait des patients, c'est une hépatite post-transfusionnelle et pas de transmission sexuelle. Ce n'est pas une MST. Il y a le virus B est une maladie sexuellement transmissible. Le VHC n'est pas une MST, d'accord? C'est très important. Parce que je vois que certains médecins donnent des conseils de protection sexuelle à des patients qui ont l'hépatite C. Donc, c'est illogique. Alors, c'est une hépatite post-transfusionnelle. Donc, on savait dans les années 40, 50, quand on transfusait des patients, un mois après, ils faisaient une hépatite
aiguë et qui allait vers la chronicité. Donc, ça, le virus C, c'est un virus de la chronicité. C'est 20% d'hépatite aiguë et 80% de chronicité. Donc, il a fallu en 2016 pour voir le virus au microscope électron. On a vu l'ARN en charge virale, en PCR, on a pu voir l'ARN à l'époque. Grâce à la technique de PCR, on a mis en évidence l'ARN, donc en 89. Et de 89, on a attendu jusqu'à 2016 pour mettre le virus en évidence, d'accord, sur le microscope électronique. Et c'est l'équipe de Tours. Il a une enveloppe comme le virus B, sauf que c'est un ARN et il a aussi une enveloppe du noyau, la capside. Alors, très simple, je viens de le dire, 80% de chronicité, d'infection chronique, et 20% d'infection aiguë avec guérison spontanée qui se voit dans 20% des cas. Donc, qui dit infection chronique, hépatite chronique, cirrhose, carcinome hépatocellulaire, décompensation dans 20% des cas et progression lente dans la maladie. Alors, il faut savoir que pour aller à la cirrhose, c'est lent, hein, c'est 15-20 ans. Alors, vous pouvez aller plus rapidement vers la cirrhose si vous prenez de l'alcool, si vous avez une co-infection VIH et si vous avez une co-infection B. On a dit tout à l'heure B plus D ou B plus C, c'est plus grave que mono-infecté. Alors, en Algérie, il y a des zones où il y a de l'hépatite C, donc essentiellement les 6 wilayas de l'Est, hein, au centre Alger, à l'ouest, centre-ouest Tissemsilt, et à l'ouest, Ain Timouched, Sidi Bel Abbas. Donc voilà, c'est toujours Madame Ben Salem. Vous voyez déjà les zones qui nous intéressent dans notre pays, qui sont donc des foyers d'hépatite C. Alors, j'ai dit c'est un virus de la chronicité, mais on peut faire le diagnostic d'une hépatite aiguë. C'est exceptionnel de le faire, mais on peut le faire. Alors, quand est-ce que je vais suspecter une hépatite aiguë C? Eh bien, s'il y a de la toxicomanie IV, donc passage de seringue, si je suis touché par une aiguille souillée, hein, donc tatouage par exemple, acupuncture, le piercing, donc tout ça peut donner, ou bien je suis piqué par l'aiguille d'un patient qui est contaminé, ou bien par du matériel qui n'a pas été stérilisé. La dialyse, hein, je l'ai dit, c'est important. Chez nous, il y a pratiquement presque 28% de dialysés qui sont en contact, qui ont été infectés par le virus C. Alors, j'ai dit que ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais dans le milieu homosexuel, il est possible qu'il y ait donc une transmission sexuelle. Pourquoi? Parce qu'ils font des rapports sexuels sanglants en utilisant donc des objets contondants, et ça peut donc faire pénétrer le virus. D'accord? Et ça peut faire pénétrer. Et aussi, bien sûr, si on ne fait pas une transfusion avec du sang non contrôlé, mais chez nous, le sang est contrôlé. Il est contrôlé au niveau des centres de transfusion sanguine. Alors, vous voyez que si le patient est en contact avec le virus C, il va faire des symptômes, donc on va chercher généralement l'ictère, mais souvenez-vous, l'ictère, c'est 20% uniquement des patients. Je l'ai dit déjà en introduction. Donc, c'est 20% des patients. Sinon, c'est l'asthénie, ou bien si vous avez la notion d'un contact, c'est-à-dire par acupuncture, tatouage, toxicomane qui se passe la seringue. Vous voyez que ça ne sert à rien. Là, vous avez les transaminases qui augmentent, et vous voyez les transaminases vont venir à peu près à la sérologie, ici en rouge, elle ne va être positive qu'à partir de à peu près le 4e mois. Donc, ça veut dire que si je fais la sérologie, les anticorps antivirus d'hépatite C, c'est inutile. Je vais faire un diagnostic tardif. Soit le malade sera guéri, ou bien il sera déjà vers la chronicité. Donc ici, intérêt de la charge virale. Donc ici, je vais faire la PCR du virus C, et vous voyez qu'elle se positive déjà au 15e jour.
14 jours, elle se positive. D'ailleurs, dans l'accident d'exposition au sang, si je suis médecin, je travaille et je suis piqué par une aiguille d'hépatite, par un patient qui a l'hépatite C, je ne vais pas attendre la sérologie, je vais faire la charge virale à 14 jours. Si elle est positive, on me traite, puisque maintenant il existe un traitement efficace. Si elle est négative, je refais 3 semaines après, donc, à la 3e semaine, à 21 jours. Donc 14 jours, une semaine après, donc 21 jours, je fais la sérologie. Je fais la charge virale. C'est elle qui va faire le diagnostic. Donc, pour résumer, le diagnostic d'hépatite aiguë C, il faut chercher le contexte, donc passage de seringue, sang transfusé non contrôlé, tatouage, piercing. Donc là, je peux faire le diagnostic avec la PCR, 14e et 21e jour après le contact infectant. La sérologie, ça ne sert à rien, ça sera trop tard. D'accord, ça sera trop tard, puis ça sera 3 mois après, le malade, soit il est guéri, soit il est en forme chronique. Alors, le diagnostic différentiel devant une forme non grave, c'est ce qu'on appelle la forme commune, non grave, mononucléose infectieuse, herpès virus, CMV, vous les connaissez, mais ce n'est pas des virus hépatotropes. D'accord? Ils n'ont pas de tropisme pour le foie. Donc, la tête hépatique est accessoire. Les médicaments, on fait attention, paracétamol, les antituberculeux. D'ailleurs, quand on met un patient sous antituberculeux, on demande toujours d'abord un bilan hépatique avant de le mettre sous antituberculeux. L'hépatite alcoolique aiguë et l'hépatite auto-immune. Dans les formes graves, je ne sais pas si votre groupe a fait déjà les maladies infectieuses, c'est la leptospirose ictéro-hémorragique. Les médicaments, on les retrouve, l'hépatite alcoolique, l'hépatite auto-immune, le syndrome de Budd-Chiari, donc la thrombose des veines hépatiques peut donner une forme grave ou une forme commune, et le choc cardiogénique, donc l'insuffisance cardiaque peut aussi donner une forme grave d'hépatite, mais ça sera que sur les malades. Alors, avant d'aborder le traitement, je vais prendre quelques questions donc, pour vous reposer. Alors, on va suivre un peu quelques questions. Alors, quelle est la différence entre une sérologie de quelqu'un vacciné et de quelqu'un qui a une atteinte récente? Donc, c'est très simple. Quelqu'un qui a le virus, il a l'antigène HBS, d'accord? Donc, c'est clair. Quelqu'un qui est vacciné, tu ne vas pas trouver l'antigène HBS, tu vas trouver l'anticorps anti-HBS seul, d'accord? Donc, c'est très simple. Donc, c'est la présence de l'antigène. C'est ça qui fait la différence. Deuxième, alors, pour le dépistage de l'hépatite B, quelles sont les sérologies utilisées? Donc, on utilise la technique ELISA et il y a 3 marqueurs, c'est tout. J'ai dit, ce n'est pas la peine de faire les 5 marqueurs. J'utilise l'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS. Pourquoi? Parce qu'avec ces 3 marqueurs, je peux raisonner. S'il a de l'antigène HBS, ça veut dire qu'il est porteur du virus. S'il a l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS, les deux, il a une immunité naturelle. Il a rencontré le virus, il est guéri. Il a l'anticorps anti-HBS seul, question précédente, ça veut dire qu'il est vacciné. D'accord? Donc c'est facile, 3 marqueurs. Alors, Zacharia, si le patient présente une infection B plus D, est-ce qu'on traite le VHB et l'autre va automatiquement disparaître? Donc, bonne question. Alors, quand vous avez un virus, 2 virus, il y en a toujours un qui réprime l'autre. C'est-à-dire, il y en a toujours un qui va gagner l'autre. Vous avez toujours, donc, co-infection, par exemple, VHB, VHC, c'est soit le C qui va gagner, soit le D. Malheureusement, dans B plus D, c'est le D qui gagne. D'accord? Généralement, c'est le D qui gagne. Et on verra que le traitement du D, il est décevant. On n'a qu'une molécule qui est l'interféron. C'est tout. Il y a une molécule. Très bien, bonne question. Alors, ensuite, toujours la co-infection B plus D. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la co-infection B plus D? Alors, j'ai dit
le virus, soit il donne une co-infection, c'est-à-dire les deux virus vont infecter le patient. Pas de chance, c'est-à-dire tu es là, tu es assis, tu as B plus D qui t'attaque. Voilà, c'est ce qu'on appelle la co-infection. Et tu as la surinfection, c'est-à-dire que tu es porteur du B chronique et tu vas avoir une surinfection delta. Donc, tu vas aggraver tes lésions du B. Soit tu vas faire de la fulminante, soit tu vas faire de l'hépatite chronique et de la cirrhose. Et dans la co-infection, la même chose. Tu vas faire soit beaucoup de chronicité ou bien de la fulminante. Donc, soit par co-infection, les deux virus en même temps, ou bien la surinfection, tu es porteur et il va y avoir une surinfection. Alors, la forme la plus grave est VHD surinfection. Les deux sont graves, hein, que ça soit co ou surinfection. Hein. Les deux sont graves. Très bien. Alors, le diagnostic de VHD, c'est simple. Le diagnostic de VHD, j'ai dit, je fais la sérologie du VHD, anticorps anti-VHD. J'ai dit, ce n'est pas suffisant, c'est une cicatrice. Je fais la charge virale. Si la charge virale est positive, c'est une infection D, active. Si la charge virale est négative, il n'y a pas de D, c'est une cicatrice. Voilà, c'est une cicatrice. Alors ensuite, est-ce que la co-infection est plus critique? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Co-infection plus critique, non. Alors, SVP, docteur, est-ce que le VHD a une PCR négative et un IgM positif? Alors, ne vous tracassez pas avec cette histoire. L'IgM, c'est la seule exception. Normalement, IgM veut dire infection récente. Dans le D, on peut trouver chez quelqu'un de chronique de l'IgM, c'est tout. Mais ça ne change rien parce que c'est la charge virale qui va faire le diagnostic. Donc, je vais aborder le traitement des hépatites aiguës. Alors, après, je prendrai des questions. Alors, il n'y a pas, dans les formes aiguës, il y a des conseils. Il n'y a pas de traitement. D'accord? Il n'y a pas de traitement. Donc, je sais que vous allez entendre des gens, j'ai fait des scarifications, j'ai fait. Donc, tout ça, il faut oublier. Tout ça, il faut oublier. Tous ces conseils, disons, qui sont donnés dans les familles à travers des discussions non médicales, il faut complètement les oublier. Donc, ce qui est important, pas d'alcool, pas de médicaments. Ça, c'est important. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un qui a une hépatite aiguë, je ne vais pas lui donner du paracétamol, je vais aggraver, il va faire une hépatite médicamenteuse. S'il est sous antituberculeux, je dois arrêter parce que sinon, il va faire une hépatite médicamenteuse grave. L'alcool, on a vu dans le diagnostic différentiel, c'est toxique. L'alcool est toxique, donc pas d'alcool. Donc voilà, il n'y a pas de régime alimentaire. D'accord. De toute façon, le patient est très fatigué, il a une asthénie, une anorexie, il n'a pas envie de manger. Mais il n'y a aucun régime alimentaire. Au contraire, s'il peut manger, il doit manger. Alors, l'accident d'exposition au sang, attention, dans le VHC, on peut traiter, on le verra avec quelles molécules, parce que c'est les mêmes molécules qu'on va utiliser dans l'hépatite chronique. Elles sont fabriquées en Algérie. Donc, il y a deux molécules, du sofosbuvir et du daclatasvir. Donc, deux molécules sont utilisées, le sofosbuvir et daclatasvir. 12 semaines, le patient est guéri dans 99% des cas. Il n'y a pas de vaccin, mais on peut guérir l'infection. Ça serait bien si on a ça pour le Covid, s'il y a un traitement antiviral qui peut faire nous débarrasser du Covid. Dans l'hépatite fulminante, je peux traiter également par un antiviral. Il y en a deux, l'antécane ou le. Il faut traiter comme ça. J'essaie de ne pas emmener le malade à la greffe. Pourquoi? Parce que c'est une hépatite grave avec un suivi. Donc, on pose tout de suite l'indication de la greffe. Parce que le foie, dans 80% des cas, il ne va pas régénérer. Et donc, il y a une mortalité effroyable. 80%. Donc, si je peux donner un traitement contre le VHB dans la forme grave, c'est très bien. Ça me permet
donc d'éviter, et on doit donner soit le téno, soit l'entecavir. Dans les recommandations nationales, nous, on a opté pour le ténofovir. Dans les hépatites graves, on a dit la greffe. Dans le VHE, dans l'hépatite E, on a dit que aigu, pas de traitement. Mais dans les chroniques, il peut y avoir donc une évolution vers la chronicité. On va donner la ribavirine, un antiviral, la ribavirine. Et dans le D, j'ai dit, malheureusement, c'est le D qui l'emporte sur le B, on va donner l'interféron pégidé. Donc, c'est une cytokine, c'est injectable, sous-cutané, 48 à 96 semaines, et qui va diminuer la charge virale du D. Alors, le préventif, c'est le meilleur traitement, hein, c'est le meilleur des traitements. Bien sûr, c'est les mesures d'hygiène individuelles et collectives, mais vous avez vu pour le A, nous sommes un pays à forte endémie, maladie des mains sales. Hein. Le centre de transfusion sanguine, c'est lui la première barrière, c'est la barrière hein, des virus hépatotropes, hein, B, D, C. Pourquoi? Parce que quand vous allez donner votre sang, il est contrôlé, d'accord? Le sang est contrôlé. Il faut lutter contre les infections nosocomiales, donc ça c'est le soignant, c'est nous, donc il ne faut pas qu'on transmette l'hépatite B, D, C. Pourquoi? Par le matériel qui n'est pas stérilisé, donc il faut promouvoir tout ce qui est jetable, hein. Il faut travailler avec le jetable. Et celui qui a écrit tout à l'heure qui a peur de la sclérose en plaques, il n'y a pas de sclérose en plaques, il faut vacciner contre l'hépatite B. Et je vous montrerai après une plaque, une très belle plaque d'un pays qui avait beaucoup de B et qui n'a pratiquement plus de B maintenant et qui a été parmi les premiers qui ont vacciné. Et chez nous, on a commencé la vaccination en Algérie le 1er janvier 2003. Elle est obligatoire dans le programme national vaccinal. Alors, dans l'hépatite C, j'ai dit, on utilise sofosbuvir, daclatasvir. D'accord, 12 semaines, 90% de guérison. On appelle ça la réponse virologique soutenue. Négativation de la charge virale 12 semaines après l'arrêt du traitement. C'est-à-dire, je fais la charge virale au début et je fais la charge virale 12 semaines après l'arrêt du traitement et j'ai une guérison. Et vous verrez qu'on peut traiter les cirrhoses, les patients transplantés, hémodialysés, on peut les traiter. Ça, c'est déjà dit. Donc, je vous ai dit à 14 et 21e jour, il faut faire la PCR quand il y a un accident d'exposition au sang. Bien sûr, je nettoie la plaie au Dakar et je n'oublie pas de faire avant de faire la sérologie en disant que c'est le malade, il faut faire votre sérologie aussi. Hein. C'est-à-dire, celui qui a été piqué aussi doit faire sa sérologie parce que des fois, on a des surprises. On a peut-être, nous, rencontré le virus avant le patient. Alors, voici les traitements. Je ne rentre pas dans les détails. La plaque, elle est très explicite. C'est un virus ARN, il y a des cibles, donc il y a des inhibiteurs de la protéase, des inhibiteurs de la polymérase et des inhibiteurs de la NS5. Vous voyez, il y a plein de traitements. Mais ceux qui sont fabriqués chez nous, c'est ceux-là. Sofosbuvir, daclatasvir. Donc c'est ces deux. Sofosbuvir, daclatasvir. Donc un inhibiteur de la polymérase et un inhibiteur de la NS5A. Tout ça, ça a été copié sur le VIH, puisque le virus du VIH est ARN. Donc, la recherche de 30 ans du VIH a été copiée dans le C en 10 ans. En 10 ans, on a pu avoir un traitement efficace du C. Pardon. Alors, attention aux contre-indications du traitement. J'en donnerai deux essentiellement. La femme enceinte et attention, on fait toujours un ECG avant. Il ne faut pas qu'il y ait des troubles de la conduction. Alors, dans l'hépatite B, j'ai dit on ne traite que la forme fulminante et nous, en Algérie, on a choisi le ténofovir. Dès qu'il y a une hépatite aiguë sévère, on traite par le ténofovir. Dans le VHB, VHD, j'ai dit traitement par interféron pégidé, 96 semaines. Si on trouve une réplication du B, on rajoute le ténofovir. Les hépatites graves, c'est la greffe. Alors, il y a deux possibilités, donc deux critères d'indication. Vous avez soit les critères français de Clichy, soit les critères londoniens du King's College Hospital.
Bon, c'est un peu difficile à retenir comme ça, mais ce qui est important, c'est que dès que le patient a une insuffisance hépatique, il faut discuter la greffe. Si c'est un B, bien sûr, je vais mettre le traitement avant. Alors, pour vous dire que la greffe marche, hein, la greffe, elle marche, et vous voyez que les hépatites fulminantes transplantées, acute liver disease, vous voyez ici, elles sont là et elles ont jusqu'à plus de 50 à 60% de survie à 8 ans. À 8 ans, vous avez jusqu'à 60% de survie pour des patients qui allaient mourir dans la semaine ou dans le jour, voilà, par rapport aux autres indications. Le traitement préventif, j'ai dit, c'est le meilleur. Alors, l'hépatite A, ce n'est pas la peine de faire le vaccin, sauf peut-être, on peut le discuter, les immunodéprimés qui n'ont pas rencontré le virus A, par exemple des greffés, des patients sous immunosuppresseurs. Alors, ce vaccin s'appelle le Havrix. L'hépatite E, il n'y a pas de vaccin encore. Il n'y a pas de vaccin. Et je vous ai dit, chez nous, ce n'est pas la zoonose, c'est la forme hydrique. Alors, pour le virus B, ce qui est important, il faut se vacciner parce que si vous n'êtes pas vacciné et vous avez un contact, donc un accident d'exposition au sang, il faudra avoir les immunoglobulines. Donc, il faudra vous injecter des immunoglobulines au moment de ce contact et faire la première injection vaccinale. C'est la même chose pour le nouveau-né porteur du virus, la maman qui est porteuse du virus, qui risque de lui transmettre à la naissance. Là aussi, le nouveau-né doit recevoir la première injection vaccinale et on doit traiter la maman avec le tenofovir quand elle a une charge virale supérieure à 6 log. Donc il y a le traitement de la maman et le traitement et les mesures préventives chez le nouveau-né. Donc on retient pour la transmission verticale traitement de la maman quand elle a une charge virale supérieure à 6 log et on traite le nouveau-né à la naissance, on lui donne les immunoglobulines et bien sûr sa première injection vaccinale. Ça, c'est le calendrier vaccinal national, donc vous devez connaître par cœur. Maintenant, c'est 4 injections. Donc vous avez l'HBV à la naissance, à 2 mois, d'accord, avec le pentavalent. Vous avez l'HBV également à 4 mois et vous avez l'HBV à 12 mois. Donc dans l'ancien schéma, c'était 3, maintenant c'est 4 injections. Alors, tout à l'heure, celui qui a peur de la sclérose en plaques, donc voilà Taïwan, qui ont commencé donc la vaccination entre 74 et 79. Ils étaient à 12, ils étaient pratiquement à 10% de prévalence, plus chez les hommes que chez les femmes, à 10% de prévalence de l'hépatite B. Et regardez, ils ont été parmi les premiers qui ont, nous, on a mis le vaccin en 2003. À Taïwan, c'est un pays de haute endémicité. Ils ont commencé donc dans les années 80, début 80. Et vous voyez, à la fin de 99, là, la fin de presque l'entrée de 2000, 0,6% de portage du virus B. Donc, ils vont éradiquer le virus B. Comme on a éradiqué la variole, on pourra éradiquer le virus B si la vaccination est bien suivie. Donc, j'ai parlé de la femme enceinte, du nouveau-né. Donc, tout ça, je l'ai déjà donné. Vous pourrez le lire tranquillement sur le cours. Alors, les messages pour ce cours des hépatites aiguës. Le VHB et VHD pourvoyeur d'hépatite fulminante, il y a indication des antiviraux. Le VHC, accident d'exposition au sang, je peux traiter avec sofosbuvir, daclatasvir. Le VHA, il n'y a pas d'indication du vaccin en Algérie, sauf peut-être chez les immunodéprimés. Pour le VHE, on peut proposer la ribavirine chez les immunodéprimés. Donc, le meilleur traitement, je n'ai pas mis le VHD. Pourquoi? Parce que le meilleur traitement du VHD, c'est de vacciner contre le B. Alors, je vais faire un peu la publicité pour le vaccin. C'est le premier vaccin opérationnel contre un cancer, puisque si vous êtes vacciné, vous n'aurez pas d'hépatite chronique, ni de cirrhose B, ni de cancer
cellulaire et c'est un vaccin 2 en 1. C'est-à-dire, en même temps, si vous êtes vacciné contre le B, vous êtes protégé contre le D. Donc, il vaut mieux être vacciné que d'arriver à l'interféron pour traiter une hépatite D qui va répondre dans 5% ou 2% des cas. Alors, avant de passer aux hépatites chroniques, je vais prendre quelques questions. Je vais souffler aussi un petit peu en prenant les questions. Donc, on a mis quand même 1h20 dans cette première partie. Donc là, on va se donner encore une heure pour faire les hépatites chroniques avec un quart d'heure de questions, 1h15. Donc, on va essayer de prendre des questions là. Alors, Iman, elle s'inquiète. Chez l'adulte, on peut guérir de l'infection VHB tant que le passage. Oui, bien sûr. Alors, j'ai dit, il faut faire la différence entre une infection chez un adulte et chez un nouveau-né. D'accord. Mais vous avez vu, si chez le nouveau-né, on fait des mesures, la mère, on la traite quand elle a une forte charge virale. Et lui, il reçoit les immunoglobulines plus le vaccin, la bataille est gagnée dans 99,99%. Mais si vous ne faites pas les mesures préventives, ce nouveau-né va aller vers la chronicité dans 90%. Pourquoi? Parce que son système immunitaire est immature. Si vous prenez un adulte, le système immunitaire étant complet, va guérir dans 90% des cas. Donc là, je pense que c'est entendu et c'est bien compris. Alors, je répète pour le dépistage. Pour le dépistage, j'ai dit il y a 3 marqueurs. Vous ouvrez les oreilles. Il faut ouvrir les oreilles. Donc, j'ai dit pour le dépistage, il y a 3 marqueurs. L'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS. Donc, il y a un seul antigène et 2 anticorps. Je n'ai pas besoin de faire 5. Je fais 3. Si le patient est antigène HBS positif, c'est clair, il est infecté par le B, il est infecté, il a de l'antigène HBS. Bien sûr, je vais compléter après la sérologie, je vais faire l'antigène HBE. Maintenant, il est antigène HBS négatif. Et il reste les 2 autres marqueurs, l'anticorps anti-HBC, mais je les demande en même temps, l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS. Si l'antigène HBS est négatif et les 2 anticorps positifs, anticorps anti-HBC et anticorps anti-HBS, ça veut dire qu'il a rencontré Si je prends le cas de l'externe ou du médecin ou de l'infirmier vacciné, je vais trouver que l'anticorps anti-HBS. Pourquoi? Quand on vous injecte le vaccin, on ne vous injecte que l'antigène HBS. Ce n'est pas le virus complet. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'anticorps anti-HBC. On vous met que l'antigène. Donc, vous allez développer l'anticorps correspondant. J'espère que c'est compris. Il reste les cas difficiles, pas difficiles, mais à discuter. Un patient qui a un anti-HBC seul, isolé. S'il est IgM, je suis dans la fenêtre peut-être sérologique, puisqu'il y a une fenêtre sérologique, là où vous n'avez pas d'antigène HBS ni HBE, et il n'y a pas les autres anticorps anti-HBE ni HBS. Donc s'il est IgM, je suis peut-être probablement en infection aiguë. Maintenant, s'il est IgG, ça peut être un contact ancien et il n'a pas guéri, il n'a pas les anticorps anti-HBS. Voilà. Si j'ai un doute, je demande une charge virale pour éliminer une infection chronique par le virus B. Alors ça, je pense que je ne vais pas le répéter. C'est les mêmes questions. Alors, SVP, docteur, l'hypoalbuminémie, la cytolyse, ralata. Alors, chauffe, ce qui est important. Quand vous avez fait l'exploration fonctionnelle hépatique, il y a 4 syndromes.
le syndrome de cytolyse, le syndrome de cholestase, le syndrome inflammatoire et le syndrome d'insuffisance hépatocellulaire. Dans les hépatites aiguës, il n'y a pas d'hypoalbuminémie. C'est des infections aiguës, même dans les formes graves. Pourquoi? Parce que la durée de vie de l'albumine est de 21 jours. Vous allez trouver ça dans les cirrhoses. Dans les cirrhoses, puisque c'est des infections chroniques, vous allez trouver de l'hypoalbuminémie. Dans l'hépatite aiguë, ce qui va signer la gravité, c'est le TP. Comme dans la cirrhose, on le verra, c'est le TP. Le meilleur, c'est le facteur 5. Mais si tu ne peux pas faire le facteur 5, tu fais le test de colère et tu vois, est-ce que le TP va remonter ou pas. Donc, il ne faut pas mélanger. Mets tes 4 syndromes dans la tête. On ne dit pas comme ça hypoalbuminémie, cytolyse, non. Je mets mes 4 syndromes et je raisonne. Alors, parfois, il peut exister une anémie hémolytique associée à l'hépatite aiguë. Oui, c'est possible qu'il y ait une. C'est très rare. Hein, c'est une manifestation extra-hépatique qui est rare. D'accord. Elle est due à l'attaque du virus sur les globules rouges. D'accord. Bien sûr, elle sera à test de Coombs négatif. D'accord. Alors, traitement dans la surinfection, co-infection ou surinfection, ça va être la même chose. J'ai dit tout à l'heure, c'est l'interféron dans le delta. S'il y a du B, je peux rajouter du tenofovir. Alors, le mécanisme de survenue de l'hépatite suite à la prise de paracétamol. Il ne faut pas être en avance. Vous allez avoir les hépatites médicamenteuses. Donc, c'est une hépatite cytolytique par toxicité directe. Vous avez la toxicité immunologique, par exemple, pour d'autres médicaments. Il ne faut pas être en avance. Vous allez avoir le cours sur les hépatites médicamenteuses. Alors, pour les antiviraux, on a dit, je vais répéter un peu le traitement et après on va faire des hépatites chroniques. Alors, il n'y a pas de traitement des hépatites aiguës forme commune. D'accord. Il y a des conseils, puisque la majorité des malades vont guérir. La majorité vont guérir. D'accord. Il n'y a pas, donc il y a des conseils. Pas de médicaments. Maintenant, j'ai dit, dans l'accident d'exposition au sang au VHC, je peux donner sérol anti-VHC. Dans l'hépatite fulminante B, à virus B, je peux donner le tenofovir pour essayer d'échapper à l'indication de greffe. Et chez la femme enceinte qui est porteuse du virus B, si elle a une charge virale élevée, pour réduire la transmission du virus au nouveau-né pendant l'accouchement, je vais lui donner le dernier trimestre de la grossesse le tenofovir. Voilà. Donc voilà les indications, plus l'interféron dans l'hépatite D. Voilà les indications. Sinon, dans les formes communes, il n'y a pas de. Et j'ai parlé aussi du VHE qui peut aller vers la chronicité. On peut donner la ribavirine, mais c'est exceptionnel, c'est dans des cas exceptionnels. Donc voilà pour le cours sur le sur les hépatites aiguës. Donc on va passer maintenant aux hépatites chroniques. Donc donnez-moi juste le temps d'ouvrir le second. Donc je vais aller sur mon PC.